et merci d'être venu aujourd'hui et j'espère que il ne fait pas trop froid où vous êtes. C'est en fait le cinquième et dernier webinaire de la série d'ateliers sur l'intégration des appels à l'action de la CVR dans la formation en sciences infirmières. Je ne crois presque pas qu'on est arrivé au webinaire au dernier. Et nous avons été très heureux d'avoir eu la collaboration des chaires de recherche autochtones en soins infirmiers qui ont co-conçu et co-présenté cette série. Et une partie de l'effort pour mettre en œuvre les appels à l'action de la CVR dans la formation en sciences infirmières. Vous avez déjà entendu ces annonces pratiques, mais on vous informe que comme il y a beaucoup de participants, vos micros sont au silencieux, mais s'il vous plaît, vous pouvez interagir par la boîte de discussion, le chat, et vous pouvez communiquer avec moi, James et Lois, si vous avez des problèmes, des enjeux techniques, laissez-nous savoir. On va utiliser le Mentimeter pour des sondages et des questions de discussion. On va vous donner un lien et un code QR dans un diapo à l'écran pour vous donner accès aux sondages et aux questions d'engagement et nous donner vos commentaires. Vous pouvez entendre la présentation en français ou en anglais. Vous avez un bouton, une icône de globe en bas de votre fenêtre. Et si vous cliquez sur le globe, vous pouvez avoir accès au canal français ou anglais. Et en français, c'est notre interprète Darcy. Merci Darcy. Et cette présentation sera enregistrée et partagée euh, pendant les prochains jours. Après ce dernier atelier, on va vous envoyer un questionnaire d'évaluation et on veut absolument recevoir vos idées pour comment vous pensez qu'on peut supporter, appuyer les éducatrices dans l'avenir. Alors, s'il vous plaît, prenez 5 minutes pour remplir le questionnaire d'évaluation. Je vais donner la parole à ma collègue Lois pour vous parler des thèmes d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entendre la gardienne de savoir Judy Pelly, Dr. Holly Graham et Dr. Margot Latimer au sujet de la façon de mettre en œuvre les appels à l'action dans la formation des sciences infirmières. Au Canada, nous vivons, apprenons et travaillons sur les terres traditionnelles autochtones. Nous honorons les ancêtres de ces Premières Nations, Métis et Inuits. Ici à Montréal, on se situe sur la terre des Kanien'kehá:ka, Mohawk, et Haudenosaunee et Anishinabeg. Et ce webinaire va examiner de plus près comment intégrer les appels à l'action numéro 18 à 24 dans la formation en sciences infirmières. Et nous voulons regarder les actions qui ont été prises depuis le dernier webinaire et de discuter comment on peut continuer le bon travail. Je vais laisser la parole à la gardienne du savoir, Judy Pelly. Merci, c'est un honneur d'être avec vous. Mon mari aussi, il travaille dans les soins de santé avec les Autochtones. Et depuis ma retraite en 2015, je suis très occupée dans l'organisation des différents éléments des soins de santé et la mise en œuvre des appels à l'action, surtout le numéro 24. Euh, ça me rappelait de ma mère. Ma mère m'a inculqué un intérêt pour notre culture de toutes les manières, y compris artistique. Et je l'inclus dans mes prières et je prie chaque fois pour tous ceux qui sont
qui font partie de nos séances. C'est ma façon d'honorer mes parents et mes grands-parents qui m'ont inculqué cette façon de faire. Et j'ai demandé à un leader d'être avec nous aujourd'hui et pour pouvoir ouvrir nos cœurs et nos esprits pour le travail qu'on fait à travers le Canada. Et ces séances d'enseignement, vraiment, ça m'occupe au niveau quotidien et j'utilise tous les sept enseignements des ancêtres. Et le plus important, c'est le courage pendant qu'on continue la conversation. Et comme vous savez, nous sommes surreprésentés dans le système de santé. Nous faisons le mieux qu'on peut faire et nous avons des champions qui travaillent très fort pour nous. Et surtout, je dois mentionner Dr. Holly Graham. C'était une des championnes en avançant notre travail. Elle nous a aidés à construire des ponts. Elle est vraiment très déterminée. Il n'y a rien qui l'arrête. Et à travers le pays, on fait le mieux qu'on peut. On fait le meilleur de nos efforts. Et surtout en termes de l'appel à l'action 24 dans la formation en sciences infirmières. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons une vidéo. Je pense qu'il va être présenté aujourd'hui dans cette séance. Ce vidéo, c'est vraiment quelque chose qui serait très informatif, non seulement pour les étudiantes ou les infirmières. Euh, comme vous savez comme vous savez, les appels à l'action concernent les 6 000 survivants du système des pensionnats et pour les aider à combattre les torts qu'ils ont subis. Et ces appels à l'action ont impliqué des alliés à travers le pays. Et je dis toujours, quand on travaille avec eux, je dis, on présente les choses, mais ils sont déjà au courant. Ils ont vécu ces expériences, mais on continue à encourager ces personnes de partager leurs expériences et leur, leur connaissance euh, pour les personnes qui n'ont aucune idée de ces éléments. Moi, dans mon cercle, je fais le mieux qu'on peut pour parler avec les gens avec qui je travaille. Je travaille avec les femmes à risque dans le nord de Saskatchewan. C'est des personnes qui sortent de prison, qui ont subi de la violence, qui ont perdu leurs enfants. Et je travaille aussi souvent que je peux avec les centres de formation pour les infirmières aussi. Et je dis toujours que c'est le Créateur qui nous a réunis. Il y a quelque chose qui nous a touchés, chacun de nous, et chacun de nous apprendra toujours quelque chose. Le matin, je prie toujours pour que je puisse faire le mieux dont je suis capable. Et quand je me couche, je me demande qu'est-ce que j'ai appris de chaque personne avec qui j'ai eu affaire pendant la journée. Et ce matin, j'étais au centre de détoxification de réhabilitation et il y avait aussi des représentants euh, des personnes qui ont vécu de la violence extrême, y compris des femmes, une femme qui était enceinte de 8 et demi mois, qui a eu des menaces contre sa vie. Ce sont des choses auxquelles je fais face tous les jours et je dois me souvenir toujours. Et ça me rappelle toujours pourquoi nous sommes surreprésentés dans les prisons, 80%, 70% des femmes qui doivent chercher le refuge de la violence sont des autochtones. Et pour continuer ce travail très difficile, ce qui
ce qui nous aide, c'est que on peut travailler ensemble dans le système de santé et on fait le mieux qu'on peut pour améliorer les soins de santé, les milieux des soins. Et nous savons que nous pouvons toujours faire mieux, surtout dans la lutte contre le racisme. Euh, Assurez-vous de faire des actions quand vous voyez des incidents de racisme. Levez-vous et protestez, faites quelque chose. Je pourrais continuer, mais nous avons des horaires. Donc, je vais dire simplement que je demande aux créateurs de vous aider à continuer le travail qui est, en fait, qui relève beaucoup de défis, surtout quand on travaille avec la population autochtone et nous aider à appuyer les infirmières autochtones ainsi que les médecins et tout le monde dans le système de santé. Avec cela, je dirais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, Judy, pour cette introduction. C'est un rappel important de notre présence ici. Je suis Holly Graham. Je viens de Thunder Child First, Première Nation Thunder Child. Et ma mère a été victime du système de pensionnat, une pension de jour. Et, et elle a pu quand même interagir avec des personnes à l'extérieur de sa communauté. Donc, je suis contente de cette opportunité de se réunir et de partager nos connaissances et expériences vis-à-vis la mise en œuvre des appels à l'action. Euh, j'ai aussi une pratique privée au Saskatchewan. Je vais laisser Margot se présenter. Bonjour tout le monde. Je vous parle de Mi'kmaq, le territoire non cédé des Micmacs, euh, de la chaire autochtone en soins infirmières en Nouvelle-Écosse. Je suis professeur à l'université Dalhousie. Je ne suis pas autochtone, j'ai une ascendance coloniale canadienne blanche. Je travaille avec la communauté depuis 15 ans pour utiliser mes compétences en recherche et en sciences infirmières pour appuyer les communautés. Je suis très honorée d'avoir pu faire ce travail avec les Mi'kmaq qui sont là depuis jusqu'à 13 000 ans. Et, et je comprends que ma famille est venue de l'Écosse il y a à peu près 120 ans. Donc, quand je réfléchis sur cette réalité, ça me donne vraiment une perspective sur mon rôle de visiteuse ici et sur le travail que je dois faire pour défaire les torts du passé et la façon que je peux le faire en utilisant mes connaissances en sciences infirmières. Donc, je travaille au niveau provincial avec les leaders Mi'kmaq et des infirmières et infirmiers Mi'kmaq et en partenariat avec le gouvernement provincial et les écoles de sciences infirmières pour avancer nos buts. Alors, merci à nos aînés aussi euh, de vous être joints ici à nous pour partager leur réalité. Le Menti, on voulait commencer euh, on voulait vous demander, est-ce qu'il y a des questions brûlantes qui vous restent? Et on n'a pas vraiment répondu à certaines questions. Donc, on veut vous laisser la chance de demander des questions brûlantes qui vous préoccupent et on veut voir si on peut les traiter aujourd'hui ou dans l'avenir. Et pendant qu'on attendait le début du webinaire, nous parlions avec l'équipe de Calgary des prochaines étapes.
Et comment est-ce qu'on peut savoir si on a réussi dans nos objectifs avec les webinaires? Alors, s'il vous plaît, laissez-nous savoir si vous avez des questions importantes et on pourrait essayer de répondre à ces questions maintenant ou dans l'avenir. Est-ce que vous n'avez aucune question? J'ai l'impression que c'est pas absolument vrai, mais alors notre plan, c'était de regarder vos questions et de revenir en arrière et faire une réflexion sur ces questions. Mais je pense que vous m'avez donné accès. Je veux avancer mes diapositives. Il y a une petite difficulté technique. On va revenir du Mentimeter. Lois, est-ce que on remet sur l'écran la présentation principale? J'essaie de faire avancer les diapos. Il y a un peu de difficulté. Margot qui parle, je voulais reconnaître mes collègues qui détiennent les chaires en santé autochtone, en soins infirmières, Holly, le Dr. Wanda, Lisa Burke-Berskin, pour leur persistance avec ce travail qu'ils font depuis quelques années. Et les chaires, ça a créé une opportunité de créer une collective et d'avoir moi et Dr. Jason Hickey et Blanchette de l'appuyer nos buts dans leur travail. Donc, ça a été une opportunité de voir quels sont les défis dans leur travail et aussi de créer des partenariats avec eux. Donc, je veux absolument honorer le travail que ces personnes ont fait jusqu'à maintenant. Et comme c'est la fin de la série, nous tenons à continuer le travail avec vous. Alors, le remerciement que je voulais faire et on voulait représenter les appels à l'action. Le 24, c'est le sujet un peu chaud parce que ça concerne l'agrément et l'accréditation euh, dans les écoles de soins infirmières qui doivent instaurer des cours et obliger, des cours obligatoires qui traitent de l'histoire et les séquelles des pensionnats et qui incluent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qui sont axés sur les compétences pour ce qui est de l'aptitude interculturelle et la lutte contre le racisme. Ici, vous avez l'appel qui concerne l'agrément et l'accréditation basé sur l'appel à l'action qui va être considéré par euh, une institution nationale d'accréditation. Et ça concerne ce que je viens de présenter avant l'appel à l'action 24. L'appel à l'action 18, on fait appel aux gouvernements provinciaux territoriaux pour qu'ils travaillent avec les groupes autochtones et de reconnaître que la situation lamentable de santé pour les autochtones sont directement le résultat de l'expérience dans les pensionnats et on demande leur reconnaissance des droits à la santé. Comme c'est reconnu dans les accords internationaux, je pense que cet aspect est négligé quelquefois. Mais quand vous apprendrez plus
sur ce qu'on fait dans la présentation, vous allez comprendre à quel point ces traités et ces lois sont, sont importantes. Et nous devons intégrer le système de guérison autochtone et d'intégrer cette information et apprendre comment l'intégrer dans notre pratique. Tous ces morceaux sont très importants à comprendre pour qu'on les réunit ensemble pour comprendre toute la situation. Et ensuite, c'est l'appel à l'action euh, de avoir des buts spécifiques euh, impliqués, qui sont établis en impliquant les communautés autochtones pour définir les indicateurs de santé. L'appel à l'action 20, c'est afin de lier les conflits liés à la compétence en ce qui est trait aux Autochtones vivant à l'extérieur des réserves. Nous demandons au gouvernement fédéral de reconnaître les besoins distincts en termes de santé des Métis, des Inuits et des autonomes. Et aussi, on leur demande de fournir un financement à long terme pour les besoins euh, des centres autochtones. C'est relié à notre travail dans la façon qu'on prépare les infirmières pour leur travail. Ici, l'appel à l'action, les deux qui restent, le 22, le 23, avant le 24, ça traite des professionnels et c'est la demande de faire en sorte que les professionnels de la santé autochtones sont retenus dans le système. Et ce sont les appels à l'action qui sont les plus pressants, 22, 23 et 24. Euh, L'appel à l'action 62, c'est un appel au gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux en consultation et en collaboration avec les survivants, les peuples autochtones et les éducateurs, de prévoir les fonds nécessaires pour permettre aux établissements d'enseignement postsecondaire de former les enseignants sur la façon d'intégrer les méthodes d'enseignement et les connaissances autochtones dans les salles de classe. Il faut considérer comment répondre à cet appel à l'action. Comme vous voulez, c'est pas seulement un cours. Je pense que les gens, quand ils regardent le 24, et avec le focus sur l'accréditation, euh, cet appel est intégré avec tous les autres appels à l'action qu'on vient de regarder et on peut voir comment ils se chevauchent. Et on ne peut pas simplement dire, bon, on va établir un cours. Il faut voir comment il y a des connexions entre ces appels et comment on peut établir un système qui va répondre à tous ces appels à l'action. Ici, il n'y a pas besoin d'expliquer vraiment. Euh, Nous essayons de euh, 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 prendre le modèle et de insister que ce travail n'est pas un travail individuel et que il faut travailler en partenariat. Ici, dans les terres des Mi'kmaq, c'est une co-création. On travaille ensemble, on travaille avec les connaissances autochtones dans notre façon de l'intégrer à nos pratiques de façon significative. Pour ce faire, nous devons comprendre l'histoire coloniale. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait reconnaissance des territoires? La plupart des endroits où je travaille, les quelques endroits où je travaille, mes milieux de santé ou le milieu universitaire, ils ont adopté la reconnaissance des territoires. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond?
Comment ça nous inspire dans notre travail? Qu'est-ce que ça veut dire quand on crée nos politiques et nos pratiques dans les écoles de sciences infirmières et dans les milieux des soins de santé? Quelle est notre obligation et notre devoir envers les peuples autochtones sur les territoires sur lesquels nous vivons? Quelles sont nos relations avec les peuples autochtones de la région où on travaille? Les personnes autochtones ou non autochtones, ils ont signé ces traités. Donc, quelles sont leurs obligations euh, en termes de cette histoire? Il faut réfléchir à cela aussi. Je vais donner la parole à Holly. Je voulais partager, c'était de montrer que Air Canada a fait une reconnaissance des terres aussi. C'est, c'est aussi le besoin de se rendre compte des contenus des traités. Je veux partager des exemples des symboles et des images qui, euh, qui se réfèrent aux relations entre autochtones et non autochtones. Euh, Maintenant, c'est Tim, Tim Gast, c'est une vidéo et on n'entend pas sa voix. Est-ce qu'on l'entend maintenant? Je vais essayer de partager de nouveau. On a pratiqué, ça marchait bien, mais voilà que maintenant, on attend le son du vidéo de Tim Gast, qui est une, une partie de notre conversation. C'est, on veut entendre les réponses à notre travail que vous avez entendu. C'est pour vous inspirer à prendre des actions futures au niveau. Voilà, Tim Guest parle. Je suis un infirmier autorisé. Je suis le président de l'Association des infirmières et infirmières canadiens. Merci de m'avoir invité. Oups, le son a été coupé. Merci de m'avoir invité de parler sur ma vision de la réconciliation à l'intérieur de l'éducation, de la formation en soins infirmiers. Et dans la pratique, je reconnais, je vous parle du territoire des Mississauga de Credit, de Anishinaabe, de Chippewa, les Haudenosaunee et Wendat. C'est maintenant, il est habité maintenant par diverses Premières Nations, Inuit et Métis pour que le système de soins de santé et la pratique en sciences infirmières, pour que ça puisse vraiment servir les infirmiers et infirmières autochtones et les patients, le système doit accepter les efforts de vérité et réconciliation, qui n'est pas le travail uniquement des peuples autochtones, mais c'est le travail de nous tous. Euh, le, L'intégration des enseignements et les appels à l'action, c'est une action qui continue avec une réflexion sur le passé et l'action envers un meilleur futur. Euh, L'appel à l'action 24 parle du besoin de tous les étudiants d'apprendre sur les enjeux de santé autochtone, l'histoire et l'héritage des pensionnats, du système de pensionnat et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Je crois que le programme d'études en sciences infirmières, c'est essentiel que ces éléments soient intégrés. Il faut
que le racisme systémique doit être éliminé de la profession des sciences infirmières. Les composants clés doivent inclure la pratique informée par le traumatisme et la formation sur le racisme anti-autochtone qui existe dans les soins de santé. Et pour pouvoir un système plus sécuritaire et antiraciste pour les communautés autochtones. Vous pouvez consulter notre site de AIIC. On a un conseil consultatif autochtone et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais continuer. Le document qu'on a produit sur l'antiracisme, c'est Margot va continuer. Euh, les personnes sont déjà au courant de nos stratégies et le document de la CESI sur l'antiracisme. Il y a trois composants principaux. L'appui de fondement et euh, vous, les stratégies de recrutement et rétention et les stratégies en lien avec le programme d'études. Vous voyez, stratégie de base, la formation des membres du corps professoral, le respect des institutions et environnement accueillant. Et je ne vais pas les lire tous. Et vous voyez les stratégies au niveau du programme et vous pouvez voir par rapport à l'appel de l'action, à l'action 24, vous pouvez voir de la façon que ces appels ont été répondus à l'intérieur de notre cadre. On a une autre question Menti. Après avoir vu tous ces webinaires, ces ateliers, comment prévoyez-vous intégrer les appels à l'action 18 à 24 dans votre milieu de travail? Vous pouvez répondre à- avec le code 45477 euh, à menti.com. Vous avez le code QR et le lien. J'espère que le Menti fonctionne parce qu'on ne voit pas de réponse. Il est resté figé sur la dernière question, la première question. Voilà, euh, vous avez le code QR en haut de l'écran et voilà, il y a des réponses. On voit des réponses. Euh, on a, on a présenté le code dans la boîte de discussion, dans le chat, pour les personnes qui n'avaient pas déjà le code QR. Donc, on voit des réponses qui comprennent collaborer avec le corps professoral pour pouvoir implémenter l'appel, intégration d'une perspective autochtone dans les classes et dans la pratique, la simulation, reconnaissance des territoires, utiliser des scénarios spécifiques autochtones ou inuits dans une étude de cas pour les discussions. On a un commentaire qui dit que les infirmières autochtones doivent être adéquatement compensées et encouragées dans ce travail.
Euh, Vous savez que on a demandé aux enseignants et autochtones de participer et aux autres autochtones de partager leur histoire et expérience. Et un autre incorporer des matériaux éducationnels conçus par les autochtones, de prendre le temps de apprendre et comprendre plus chaque semaine, d'avoir des discussions éthiques en classe sur la justice sociale, avoir des places réservées pour les étudiants autochtones. Il faut trouver les ressources pour compenser les efforts. Cela doit être reconnu. C'est vraiment un bon rétroaction ici. Merci beaucoup d'avoir contribué à cela. On a déjà commencé à intégrer vos idées. Et maintenant, Holly va introduire une vidéo. Et je pense qu'il y a un écart. Il y avait 6% à travers le Canada n'ont jamais entendu parler des appels à l'action. Euh, donc, j'ai collaboré avec les infirmières au Saskatchewan pour créer et distribuer cette vidéo pour éduquer le plus de monde possible. Je vais laisser Lois présenter la vidéo. L'origine des disparités actuelles en soins de santé chez les peuples autochtones se trouve dans la colonisation. Les leaders de Saskatchewan prennent de l'action pour réduire ces disparités et créer des espaces sécuritaires où tout le monde peut recevoir le soin dont ils ont besoin avec dignité et respect. L'histoire coloniale canadienne va être réécrite à partir de ce que les peuples autochtones des Premières Nations inuites et métis savent depuis les décennies. Les disparités, c'est Cindy Smith qui parle, euh, ces disparités doivent être conçues à partir du contexte des manifestations passées et présentes du colonialisme. Tous les Canadiens ont besoin de savoir l'histoire exacte et véritable sur les relations entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones pour pouvoir démanteler les inéquités systémiques dans l'accès, le biais et la discrimination. Au printemps 2023, dans la vallée du parc Wanuskewin, les leaders en santé de Saskatchewan se sont réunis pour réfléchir sur l'héritage de douleurs, souffrances et génocides infligés au peuple autochtone. Lindsay Nair dit que, comme les fournisseurs de soins de santé, nous demandons pardon pour la génocide culturelle commise contre les peuples autochtones et nous reconnaissons que les programmes de formation sont ancrés dans les structures de pouvoir hiérarchiques, la pensée et les pratiques coloniales. euh, Beverly Balaski dit que la réconciliation demande la reconnaissance de l'histoire coloniale canadienne et comme infirmière, nous sommes engagés à inclure les perspectives des Premières Nations, des Inuits et les Métis pour que leur connaissance soit respectée et honorée. Cindy Smith répond la communauté des infirmières au Saskatchewan
le, il parle de l'histoire. Judy Pelly, nous sommes engagés à identifier le racisme dans les milieux de soins de santé et, plus important, d'appuyer les infirmières autorisées d'intervenir, de signaler et traiter les actes de racisme dans leur lieu de travail. Nous vivons dans les terres des Netiawak, Nakayawak, Dakota et le Nechipawaan et la patrie traditionnelle du peuple métis. Et comme nous faisons partie des territoires des traités 2, 4, 5, 6, 8 et 10. Andrew McClatchy dit qu'on va travailler pour combattre les disparités en santé entre les Autochtones et les peuples non autochtones au Canada. Krista McLean dit qu'elle s'engage à apprendre sur l'héritage des pensionnats autochtones. Barbara McDonald, je vais reconnaître l'impact intergénérationnel du colonialisme sur la santé autochtone et bien-être. Kendra McKay, je m'engage à intégrer une approche holistique dans notre pratique. Tina Campbell dit qu'elle s'engage à intégrer les pratiques de guérison indigènes quand on lui demande. Janalia Yone euh, dit qu'elle va honorer les pratiques de guérison autochtone quand les personnes me le demandent. Tracy Mugley dit je continuerai à être un allié en appuyant les infirmières autochtones. Mary Ellen Labrec, elle s'engage à démanteler le racisme systémique dans les soins de santé en commençant par mon propre milieu de pratique. Cheryl Pollard s'engage à travailler au Saskatchewan et plus loin pour effectuer le changement à l'intérieur du système de santé. Et Mary Ellen Walker dit qu'elle va appuyer la commission de vérité et réconciliation en encourageant les relations collaboratives avec les Premières Nations Inuit et Métis. Cindy Smith dit ensemble, on répond aux appels de l'action du CVR et ensemble, les engagements faits par les leaders euh, du Saskatchewan, euh, les appels à l'action avaient comme but de démanteler le système raciste dans les soins de santé. Les appels à l'action s'adressaient à la protection de l'enfance, éducation, langue et culture, justice et santé. Si vous voulez plus d'informations de la façon que vous pouvez combattre les disparités en santé chez les peuples autochtones, vous pouvez aller au Centre national pour la vérité et la réconciliation et aussi au groupe, vous pouvez vous adresser au groupe de pratique professionnelle infirmière autochtone qui s'appelle Ka-Wiki Pimo Temat. Maintenant, merci beaucoup pour ce vidéo et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez pour partager ce vidéo qui, je voudrais vous rappeler
tout ce qu'on fait ici euh, au sujet des appels à l'action, c'est de réduire les disparités en santé entre les autochtones et non autochtones. Et ça, c'est les recommandations qui ont été co-conçues par les autochtones et leurs idées de comment on peut améliorer la situation et comment on peut commencer à s'adresser les appels. Donc, on demande la question, quelles sont les façons dont vous pouvez faciliter l'action dans votre province pour faire progresser la connaissance et la sensibilisation aux appels à l'action de la CVR? Comment on peut répondre à ce message? Comment ces appels à l'action peuvent être plus présents dans la conscience des gens? On va fournir le lien après. Si vous avez de la difficulté, ils sont disponibles aussi dans le document pour les infirmières au Saskatchewan. Donc, quels sont les moyens qu'on peut agir dans ce dossier, dans ce domaine, pardon? Je suis très reconnaissante et je suis très reconnaissante d'avoir les partenaires qui m'ont appuyé énormément dans le travail que je fais et ça a facilité beaucoup mon travail. Donc, je veux les remercier. Ils sont très réceptifs et m'ont aidé beaucoup. Les personnes semblent avoir de la difficulté à accéder au Mentimeter. Euh, il y a des idées comme vous joindre à des conseils d'administration en Ontario, par exemple, des associations des infirmiers et infirmières en Ontario pour pouvoir vous exprimer. Ça, c'est une contribution. Oui, l'idée de partager les vidéos. On a d'autres vidéos à présenter. C'est quelque chose à réfléchir. Hum, On y réfléchit. Je réfléchis beaucoup avant de prendre l'action. C'est vraiment une opportunité pour vous de penser à la façon que vous pouvez faire progresser la sensibilisation aux appels à l'action de la CVR. Je pense que je vais laisser Margot parler des partenariats avec les peuples autochtones. Oui, je voulais partager, euh, on voulait présenter ce travail qui a été écrit par Brown, qui démontre l'importance des partenariats avec les peuples autochtones. Je sais que mes collègues ont hâte de commencer ce travail, d'intégrer les appels à l'action. Mais comment on peut faire quand on n'a personne sur le corps professoral qui est autochtone? On a seulement une qui est infirmière aussi. Elle fait à temps partiel. Donc, c'est difficile d'avancer le travail sans les partenaires autochtones. Donc, de instaurer ce partenariat est très important
Maintenant, on souligne que c'est important d'avoir un partenariat à tous les niveaux, euh, en termes d'organisation. Et beaucoup de fois, les gens, ils ont hâte de faire quelque chose, mais il faut considérer la perspective locale autochtone. Le système des pensionnats, c'est commun à tout le pays, mais il y a des histoires différentes, pratiques et langues, selon la région. Et de considérer des répercussions involontaires qui peuvent être nuisibles dans chaque stratégie. On ne peut pas euh, faire des choses d'une façon qui va à l'encontre de la volonté des peuples autochtones. Il faut faire attention. Alors, Brown a identifié 10 stratégies pour promouvoir des services aux Autochtones axés sur l'équité. Ça traite de la livraison aux soins aux peuples autochtones, mais en même temps, nous préparons les infirmières de travailler dans ce système et de pratiquer leur travail comme leader. Et nous devons garder en vue le contexte plus large, euh, toujours de voir les buts d'améliorer euh, plusieurs aspects du système de santé en général. Et on a rencontré quelques membres de la communauté Mi'kmaq. C'est difficile de faire la formation quand les politiques ne sont pas en place. Tout doit s'agencer ensemble, et y compris l'utilisation du temps, les niveaux différents de pouvoir, euh, d'être certain qu'on combat activement le racisme et la discrimination. Nous pouvons être des avocats pour cela, pour assurer un engagement significatif des étudiantes, mais des leaders communautaires aussi. Et dans notre propre expérience, de partager l'expérience de nos patients et d'adresser aux déterminants sociaux. On les indique, on les identifie, mais est-ce qu'on applique des solutions? Les étudiantes autochtones dans les écoles de sciences infirmières subissent de la discrimination, et ils ont eu, nous devons appliquer ce qu'on enseigne à nos étudiantes, mais à nos collègues aussi. Une autre question. Comment avez-vous commencé à établir vos relations avec le personnel, les étudiants, les professeurs, les communautés et les organisations autochtones locaux? Est-ce que vous avez commencé ce travail et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que je peux ajouter les déterminants sociaux de santé? Ça s'applique aussi au corps professoral et les professionnels de la santé aussi. J'ai des collègues, je vois nos familles qui ont plus de problèmes en vieillissant, et on peut multiplier chez les autochtones par 3 ou 5 fois. Ils ont plus de problèmes. Et même chez les personnes qui ont reçu une meilleure éducation, euh, même chez les infirmiers et infirmières autorisés, le changement est très, très lent. Il y a encore les mêmes problèmes. Ces problèmes ne sont pas disparus. Ce contexte
est toujours présent, même dans le lieu de travail. Je ne vois pas bien l'écran. Euh, je pense qu'il y a une espèce de brouillard sur l'écran. Euh, il y a des personnes qui... maintenant, voilà, on voit par exemple, il y a quelqu'un qui a répondu, nous avons un coordinateur, des ressources pour les étudiants autochtones à notre collège. On a besoin de rafraîchir la page. Et il y a une autre personne qui a dit quelque chose que euh, ils ont commencé à appliquer l'appel à l'action euh, en, euh, en critiquant des étudiants euh, qui ont émis des propos racistes, pardon, de les parler de façon privée quand ils ont fait des commentaires racistes. Et par exemple, on a dit qu'on a assuré que les étudiants autochtones se sentaient bienvenus et à l'aise. Et ça va ensemble avec les évaluations qui a été faites. Donc, c'est les évaluations établies ne représentent pas nécessairement l'expérience des étudiants autochtones. Est-ce que c'est relié à ce qu'on veut faire avec les étudiants autochtones? On dit oui, on a présenté des propositions et de la recherche pour les étudiants autochtones en demandant leur aide et leurs commentaires. S'il y a des sujets qui traitent des stratégies autochtones, c'est important de euh, impliquer les étudiants eux-mêmes pour faire partie du processus, de euh, relever des instances de microagression chaque fois que ça arrive. Nous avons eu un dialogue avec, s'il vous plaît, montez l'écran, un dialogue avec le corps professoral autochtone, une personne qui crée un projet d'art. Euh, et dans ce dialogue, on entamait des réflexions sur la signification de, du rôle d'infirmier ou infirmière. Et aussi d'établir les liens avec des, des chercheurs autochtones dans notre université qui travaillent avec le développement du programme d'études. Et aussi, on a commencé à établir des relations collaboratives avec nos étudiants. Et ailleurs, on amène les enseignants autochtones pour enseigner. Nous allons continuer. Nous voulions inclure des questions que nous avons demandées pendant le webinaire numéro 3. Et on a demandé aux participants de ce webinaire de réfléchir et répondre à des questions sur eux-mêmes. Et on, on répond, par exemple,
Je me remets en question du point de vue de mes croyances et préjugés à l'égard des peuples autochtones. J'interviens dans les situations où je suis témoin de racisme. Je suis prête à fournir des soins antiracistes ou à utiliser une approche antiraciste dans la formation des soins infirmiers. Ça nous donne un sens. Peut-être quelques-uns d'entre vous ont participé au troisième atelier, mais je trouvais que c'était utile de partager les réponses des personnes dans quelques-uns de ces domaines. Ici, en bas, c'est ceux qui ont été d'accord ou pas d'accord. Il y a une petite section des personnes qui ont été en désaccord et un plus grand pourcentage des personnes, des participants ont été d'accord et ils ont trouvé qu'ils examinaient leurs biais. Mais au sujet de l'intervention envers des actes de racisme, il y avait jusqu'à 60% qui n'étaient pas d'accord. Et aussi, la réponse au sujet des politiques antiracistes dans leurs institutions, malheureusement, 56% ont dit que non. Ces personnes qui ont répondu, ils ne sentaient pas qu'ils n'étaient pas capables d'intervenir quand l'institution n'avait pas une politique. Je pense que quand les gens réfléchissent sur leurs croyances et leurs biais, nous avons du travail à faire en termes d'appui et pour que les personnes qui travaillent dans les écoles de soins infirmières, pour pour qu'ils puissent acquérir une confiance pour pouvoir agir et combattre la microagression. Euh, les gens ne se sentent pas nécessairement équipés pour faire ce travail ou ne sont pas appuyés par leurs institutions. Je parlais de travail qui a été fait au Saskatchewan, les programmes de sciences infirmières à l'Université de Saskatchewan. Et j'ai créé le symbole qui représente les soins infirmiers autochtones. Et ce sont des éléments qui intègrent aussi le peuple métis. Ce sont des enseignements qui représentent l'amour et on voit les trois générations de personnes. C'est un symbole, mais c'est important pour que eux ils puissent créer des opportunités et de faire partie de Wakotowin et de voir qu'ils sont acceptés et vus comme des et leur contribution puisse être vue comme valable. Alors, je m'excuse, je ne peux pas avancer les... Ah, voilà. Euh, le prochain, l'image, c'est le programme de recherche Wakotowin, qui veut dire nous sommes tous reliés. On voit le rôle de le comité consultatif indigène et comment ça peut influencer les résultats, améliorer les résultats voulus. Et j'ai, j'ai vu surtout la réconciliation et le mentorat. Mon premier but, c'est de ne pas faire du tort. Ensuite, c'est la roue de la médecine et les enseignements, les 7 enseignements des aînés, des ancêtres. Il y en a 7. C'est un cadre qui est utilisé dans l'enseignement Anishinaabe
Euh, c'est une façon de élaborer les relations entre nous-mêmes et avec la Terre. C'est l'image d'un espace sur lequel je travaille actuellement. Euh, c- c'est, ça s'appelle les personnes de bonne médecine. On le traduit dans les langues autochtones au Saskatchewan. Et, euh, c'est sûr que vous avez les différents animaux qui représentent des différentes valeurs et c'est avec l'intention de enseigner les compétences qui va aider à appliquer les enseignements dans les soins de santé. Et c'est pour vous montrer ce qui a été fait à l'hôpital Saint-Paul, l'enseignement de nos ancêtres, et vous pouvez les regarder à votre loisir. Wapate, le centre Wapate de guérison, centre de guérison, euh, ça parle de la façon, c'est les références au bien-être. La prochaine sur l'humilité qui a été traduit dans les langues autochtones de Saskatchewan, 9 langues différentes. Et c'est de souligner l'importance de toujours se rappeler que les personnes ont des perspectives différentes. Ça montre les valeurs. C'est une façon de dire, c'est votre espace, vous pouvez venir. C'est un espace sécuritaire qui respecte votre perspective et votre façon de voir le monde. Euh, Je voulais vous montrer des exemples. Ces exemples, ça donne une idée de ce qui est en train d'être fait. Quand j'étais au Danemark, à leur hôpital, on a eu un congrès dans l'hôpital. Ils ont de l'art traditionnel de leur euh, peuple autochtone. C'était vraiment fantastiquement beau. Le prochain, c'est le début de notre plan d'indigénisation à l'Université de Saskatchewan. Il faut avoir un plan de stratégie. Et il faut voir pour pouvoir évaluer si on avance ou non. Et c'est un exemple, par exemple, au sujet des partenariats diversifiés, euh, de la valorisation et l'évaluation de nos relations. La prochaine, ce sont des exemples des éléments de indigénisation. Ce sont des stratégies qui doivent être appropriées culturellement. Et ce sont des éléments qui sont inclus. Et la façon d'aborder et de rehausser la diversité chez les élèves au niveau des cycles supérieurs. Alors, on a à peu près pour, le but, c'est d'avoir au moins 18% qui représentent la population de nos étudiants autochtones qui étudient dans les programmes de cycle supérieur. Il faut pouvoir atteindre ce pourcentage. Euh, on parle de notre plan stratégique à l'université
Ça a été fait d'une façon participatoire, collective, qui impliquait des personnes autochtones et le corps professoral. Ça, ça a pris quelques jours où nous nous sommes réellement réunis et je voulais partager avec vous euh, ce travail qu'on a fait à l'Université de Saskatchewan sur les relations. C'était c'est des idées que vous pouvez utiliser euh, pour établir des priorités et des façons d'organiser votre travail pour effectuer, pour répondre aux appels à l'action. C'est très important quand on parle de ce travail, quand on regarde quelquefois, euh, il y a, il y a euh, des personnes qui euh, ne vont pas vraiment inclure des personnes autochtones dans leur célébration, par exemple, de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Euh, il y a des fois, il y a vraiment un manque de reconnaissance euh, de la signification de ce jour. C'est très important de avoir de la considération et de respecter les personnes si on leur demande de participer à ces événements et de considérer euh, une certaine difficulté qu'ils peuvent éprouver en faisant cela. Ici, on parle de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Euh, c'est un exemple de d'une collègue, ce qu'elle a écrit euh, et c'est pour expliquer comment les personnes peuvent participer. Ensuite, le 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Euh, c'est important quand vous voulez célébrer avec les peuples autochtones. C'est important de comprendre le besoin de répandre les connaissances sur leur expérience. Et le dernier, c'est sur la mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la mobilisation des connaissances? Vous pouvez voir des exemples des façons qu'on a pris, euh, une chemise et l'art qui est fait par une personne autochtone. Euh, on a pris le même symbole, euh, on l'a appliqué à des produits et c'est 15% qui va aller à la communauté autochtone euh, et à l'artiste autochtone. On s'assure à ce qu'il soit compensé. La prochaine partie de la présentation, c'est euh, une vidéo qui parle de la façon comment on inspire les personnes de devenir infirmières. Euh, on n'a pas d'audio, Lois, est-ce qu'on recommencerait? Euh, c'est c'est les étudiants à différents niveaux. Euh, c'est une vidéo qu'on a fait. Qu'est-ce que j'aime le plus de ma profession? C'est probablement la diversité. Et c'était mon but. Quand j'ai fait des bons changements. J'étais dans les forces armées, ensuite j'ai travaillé à la construction et j'ai travaillé dans la médecine de la réadaptation. J'ai travaillé dans le Grand Nord, j'ai travaillé en orthotraumatisme
Et je considère retourner à l'école pour faire un perfectionnement dans un autre domaine. J'adore faire des choses qui sont complètement différentes et je peux faire ce que j'aime le plus, c'est d'aider les gens. Et c'est à peu près vraiment la raison pour laquelle je suis devenu infirmier. J'ai une dizaine de ces vidéos, les différents gradués qui parlent et s'il vous plaît, utilisez-les, écoutez-les. On voulait partager aussi, c'est un bulletin qu'on a fait, c'était une évaluation. Les résultats clés, c'est que c'est nécessaire d'améliorer le recrutement des étudiants autochtones afin qu'ils reflètent la diversité des peuples autochtones canadiens. Et la formation doit être adaptée pour répondre aux besoins des étudiants autochtones et le soutien culturel doit être renforcé afin de retenir la rétention des étudiants autochtones. Le corps professoral doit acquérir plus de connaissances sur les peuples autochtones et la sécurité culturelle dans les cours. Et très important, on a vu qu'il y a peu de changements dans les années scolaires euh, dans le passé récent, 2019-2020 et 2020-2021. Et il faudrait refaire toujours une évaluation pour savoir quelles sont les attentes aussi au niveau de l'enseignement. Et c'est une enseigne qu'on a à l'Université de Saskatchewan. J'étais avec mon chien. Excusez, c'était le centre vétérinaire. Et c'est un exemple de un moyen sympathique. Et juste pour dire qu'on peut innover de plusieurs façons du point de vue accès pour tout le monde, pas seulement pour les autochtones. Merci. Je passe la parole à Margot. Merci beaucoup, Holly. Euh, Comme le travail de Holly, comme on a montré dans la première vidéo, on a engagé les leaders en santé, on a travaillé avec les leaders maintenant au niveau provincial et ça, ça mène le travail. Don Gougou, elle va présenter aussi. Si vous voulez avancer, la vision communautaire, c'était de propulser les soins infirmiers autochtones à travers l'éducation et les approches de recherche en santé. Vous voyez Don avec les aînés Anne Labiliwa et Dylan Jodry, qui est maintenant infirmier, dans l'espace qu'on a créé dans notre collège de sciences infirmières. C'est un espace sécuritaire pour les étudiants autochtones pour avoir l'appui de Dawn, qui est la chaire euh, de l'université, euh, qui, on a travaillé avec la communauté Mi'kmaq au partenariat avec l'organisme de santé. On a une équipe à travers de plusieurs partenariats avec l'organisation Tadjikemik, avec les départements, le ministère de Santé et de l'enseignement supérieur de Nouvelle-Écosse. Ça ressemble un peu au travail de Holly. On a engagé le leadership et les partenaires provinciaux et vis-à-vis de la formation des sciences en sciences infirmières. Et on travaille activement à établir une stratégie avec eux. Je, ça va. Bon, donc les secteurs clés identifiés par le plan d'action pour la santé de la Nouvelle-Écosse, c'est le plan d'action provincial et nous sommes bien agencés avec ce plan qui veulent s'adresser aux besoins de santé par des
des communautés et de comprendre et réagir au racisme systémique et développer un leadership au sein des Autochtones de la Nouvelle-Écosse. Et ça s'agence avec nos stratégies. La prochaine diapo, c'est c'est- c'est la dernière diapo. Nous avons créé euh, le nouveau Trailblaze Nursing Pass, cheminement de carrière innovateur en soins infirmiers de l'ENU. Et ça aide les personnes à rentrer dans la formation en sciences infirmières. On a créé euh, un programme de sécurité culturelle pour les étudiantes autochtones en santé. Et à l'intérieur du contexte de la province de Nouvelle-Écosse, euh, ce qui ressemble à ce que Holly a dit, 18% de la population de Saskatchewan est indigène. Et ici en Nouvelle-Écosse, le Mi'kmaq, c'est la Première Nation et il représente 5,6% de la population de Nouvelle-Écosse à travers 13 communautés. C'est une population en croissance, mais notre meilleure estimation des infirmières Mi'kmaq est seulement à 1,5%. Comme le Saskatchewan, on veut arriver à 5,6% de la population Mi'kmaq qui vont être des infirmières et infirmiers. Donc, il y a un écart significatif en Nouvelle-Écosse et on travaille sur la façon d'améliorer l'appartenance de ces données par les Mi'kmaq et on cherche une façon très précise et probante de ramasser ces données. À travers notre travail, on a découvert qu'il y a une préférence pour les soins de santé par les d'abord par les professionnels Mi'kmaq eux-mêmes, c'est la préférence de la population Mi'kmaq, ou deuxièmement, ce seraient des personnes qui sont entraînées en soins informés par le traumatisme. Je suis Dawn Hugo, je suis une infirmière Mi'kmaq, je viens d'une des communautés Mi'kmaq. Je vais parler un petit peu de le travail qu'on a fait à l'école, au collège des, euh, des soins infirmiers en termes de recrutement. Ce qu'on fait maintenant, il y a un rapport qui a été, qui a été, il y a 337 personnes autochtones qui sont admises dans les programmes de soins infirmiers à travers le pays. Et ils sont 976 qui sont déjà inscrits et 218 qui ont gradué. Alors, une partie de notre programme Soins infirmiers innovateurs de l'ONU, nous travaillons à la création euh, à partir des expériences que j'ai eues et des expériences d'autres infirmières avec qui j'ai travaillé dans nos communautés, euh, similaires à le cadre en Saskatchewan, a créé notre propre euh, cadre pour offrir un soutien et engagement pour l'admission des étudiants. Plusieurs communautés autochtones n'ont pas les ressources qui leur permettent de s'inscrire à des programmes comme les soins infirmières. Ils n'ont peut-être pas la formation en chimie ou la biologie. Donc, on doit renforcer ces ressources pour qu'ils puissent qu'ils puissent avoir de l'aide quand ils sont inscrits à des cours de soins infirmiers. Il y avait un étudiant qui est venu me voir
Il avait fait des cours à l'université. Il voulait transférer au collège des soins infirmiers, mais quand j'ai vu euh, l'information, il n'y avait rien qui pouvait transférer. Donc, il a dû faire des cours d'équivalence. C'était même difficile de le faire inscrire. Et c'était une barrière. Et finalement, les transferts n'étaient pas possibles. Donc, il a dû retourner au niveau cégep pour avoir les crédits en chimie et en biologie. Maintenant, il a pu être inscrit en soins infirmiers, mais ça a pris du temps. Vous voulez, euh, c'est, c'est ce que je veux dire par trajectoire et comment on peut aider les étudiants à être inscrits dans les programmes de soins infirmiers. Il faut aussi s'assurer la sécurité. Il faut que le programme soit basé sur des données et une approche informée par le traumatisme. Quand j'ai commencé à faire ce travail, je notais qui me contactait, pourquoi ils me contactaient. Et avec cette information, j'ai compilé ce que les étudiants, ce dont ils avaient besoin. Et il s'agissait surtout de travail universitaire, de financement, les bourses. C'était un domaine où plusieurs étudiants autochtones hésitent à faire des demandes. Donc, ils ne comprennent pas bien les formulaires et ils ne savent pas comment faire une demande de bourse. Donc, de les aider à travers ce processus. Et là-dedans, il y a toujours un aspect euh, de collaboration avec la communauté. Et nos communautés n'ont pas des éléments organisés qui peuvent donner des crédits, par exemple, de bénévolat. Il y avait des choses euh, qui peuvent être traduites du travail bénévole, par exemple, dans la communauté autochtone, qui ne sont pas nécessairement reconnus dans d'autres milieux. Des enjeux psychologiques, il y en a plusieurs aspects. On écoute ce que les étudiants nous disent et ça peut toujours... euh, il y avait un manque de fierté. Vous vous sentez isolé dans ces programmes. Et aussi l'accès à l'espace sécuritaire. On l'a créé dans une université en Nouvelle-Écosse. Ici, c'est un aperçu environnemental sur les collèges de sciences infirmières qui ont adressé, qui ont agi vis-à-vis des appels à l'action. Mais on voit moins, plus qu'une moitié des collèges ont des espaces culturellement sûrs. 20 ont répondu à l'appel au CVR numéro 24 avec des cours pertinents autochtones. Quelques-uns des facteurs qui constituaient des barrières qui ont été identifiés par Wilson en 2011. Les étudiants autochtones n'avaient pas la capacité d'affirmer leur identité. Les étudiants ne se sentent pas sécuritaires pour venir chercher du soutien académique. Ils n'ont pas l'accès à des modèles ou des mentors autochtones, n'ont pas accès à des stages en milieu clinique pertinents,
Ils n'ont pas l'appui de milieux d'enseignement et d'apprentissage. Et quand on a commencé à ces éléments et notre travail, on a établi des questions fondamentales qui nous a menés à faire des recherches et de continuer notre travail. Euh, qui sont les étudiants autochtones? Qui ont postulé? Qui sont inscrits? Comment leur identité autochtone est confirmée ou authentifiée? Est-ce que ça leur donne des bénéfices? Quelles sont leurs expériences dans les écoles de sciences infirmières? Comment est-ce qu'ils obtiennent leur diplôme? Comment les écoles répondent aux appels de CVR? Et est-ce que les écoles de sciences infirmières sont des endroits où les peuples autochtones peuvent réussir? Nous avons développé un sondage qui est au dernier stage pour l'approbation éthique. En développant ce sondage, nous avons pris les questions qu'on a élaborées avec notre expérience avec les étudiants autochtones. Ils nous, a- Ils nous ont aidés à créer le sondage. Et un autre domaine, c'était un projet de donner le nous. C'était pour élaborer ces questions fondamentales que je viens de vous présenter. Et c'était nos partenaires dans ce projet. Et tous, on a travaillé à l'intérieur de la chaire de Nouvelle-Écosse sur les soins de santé autochtones. Et il y avait le ministère du Travail de Nouvelle-Écosse et euh, le ministère de Santé et l'école des soins infirmiers. Ce qu'on a trouvé dans ce projet sur les données, on a 5 instituts éducationnels, 7 organismes et 5 institutions académiques. On a découvert qu'il y avait un fort intérêt des établissements de formation pour aborder les recommandations et pour agir en termes des appels à l'action du CVR. Et on a vu qu'il y a eu un problème de inflation du nombre autochtone euh, qui était erroné peut-être par le manque d'identification adéquate. Et on a élaboré ce plan, comment euh, recruter et retenir plus d'étudiantes en soins infirmières. Donc, c'était d'abord de créer un bureau pour le directeur régional des soins infirmières Micmac et autochtones et de établir une trajectoire pour euh, l'admission et de créer des espaces sécuritaires. Et une des positions qu'on a trouvé importante, c'était qu'il fallait avoir un directeur et 4 spécialistes autochtones pour aider à établir ce cadre. Avec les spécialistes autochtones, ils se sont centrés sur le recrutement et la rétention, euh, la sensibilisation, les partenariats avec les communautés, euh, les fonds, le financement et aussi le placement clinique et la transition aussi, l'expertise en soutien du succès au milieu de travail. Et Holly a mentionné, on veut, si on veut aider les Autochtones, il faut impliquer les Autochtones eux-mêmes. Nous avons une personne dans le corps professoral, euh, mais à l'université, mais elle n'est pas infirmière. Je vais laisser la parole à Margot pour ce sujet.
les écoles de sciences infirmières tenant compte des traumatismes. Merci, Dawn, c'est notre championne qui nous font avancer beaucoup dans notre travail. Donc, c'est un autre aspect de l'initiative LENO et ça va appuyer d'autres régions du pays et nous voulons adopter euh, l'approche qui tient compte des traumatismes. La province a travaillé avec nous, nous a donné de l'appui et nous a aidé à adapter ce processus, d'adapter cette approche dans l'école des soins infirmières, dans les programmes d'études et dans l'environnement, le milieu d'apprentissage. Et nous travaillons, nous avons hâte de travailler là-dessus. Comme vous voyez, nous croyons que les forces de notre travail, c'est que c'est une initiative provinciale. On a un mandat du gouvernement provincial ainsi que la nation Mi'kmaq. C'est mené par les Mi'kmaq, informé par les Mi'kmaq. On travaille dans un cadre éducationnel très établi par Cousins et ça implique des personnes non autochtones, mais qui sont dans le système aussi. C'est aligné avec les résultats de santé et aussi le protocole d'entente entre les nations autochtones et la province. Et nous espérons que ça peut servir de modèle pour d'autres initiatives. Je, Ce qui reste à faire, c'est de penser à la façon qu'on peut travailler tout ensemble, de établir ce standard, ces normes d'accréditation. Et c'est certainement, c'est pas seulement un cours, c'est complexe. Il y a des composants qui doivent s'agencer ensemble et notre responsabilité comme individu ça relève de chacun de nous, notre spécialité. Une des euh, composants finales, c'est l'impact du mentorat qu'on a partagé avec vous à travers le travail de Dawn et de Holly et ce qu'on fait à travers les chaires pour vous amener une perspective étudiante. Je suis Charissa Hanke, je suis d'origine coloniale blanche. Je suis une enseignante en sciences euh, infirmières. Au milieu de mon cours, Dr. Holly Graham m'a sélectionné pour un prix de réconciliation en 2020. J'ai étudié sous l'éducatrice et spécialiste, le docteur Bernstein Davis, parce que je pense que pour que les programmes en sciences infirmières, pour qu'ils puissent mettre en œuvre l'appel d'action numéro 24, c'est essentiel qu'on apprenne des professions comme l'éducation, qui a un corpus d'études très robuste. Nous avons besoin euh, de faire des analyses du privilège blanc et une analyse du pouvoir. Le pouvoir transformatif de l'éducation antiraciste et me donne de l'espoir que c'est possible de démanteler le racisme systémique dans les soins de santé canadiens. Euh, Moi, je suis une nouvelle graduée et c'est mon rencontre avec le travail de l'ENU était un moment que j'avais vraiment de la difficulté. C'est Don Gougou m'a donné des aides en termes d'organisation, les façons de mettre des priorités dans mon horaire. Elle m'a connecté à ceux de qui je pouvais apprendre sur ma culture, par exemple l'aînée Anne Labillois,
et elle m'a présenté, elle m'a montré la salle commune pour les étudiantes, la salle commune pour les étudiantes autochtones. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'autres étudiantes autochtones. On s'entraidait. Donc, c'est un exemple de la façon qu'on a pu aider les étudiantes autochtones et un aperçu de la façon, euh, des façons qu'on veut augmenter le nombre d'étudiantes autochtones dans nos collèges. Tout le monde qui travaille ensemble pour s'adresser aux appels à l'action. C'est juste un rappel de cet appel numéro 24 et c'est l'appel qui doit être le centre de notre travail pendant qu'on établit des partenariats et qu'on établit des relations. Mais vous avez vu comment les stratégies spécifiques ont pu faire avancer ce travail. Une dernière question, Menti. De quoi avez-vous besoin pour poursuivre votre travail en réponse aux appels à l'action de la CVR? Euh, Est-ce que vous avez plus d'aperçu de la façon que vous pouvez poursuivre votre travail? Et de quoi avez-vous besoin encore je veux dire que vos réponses sont très importantes pour qu'on puisse réduire les écarts en termes de besoins, de pouvoir répondre d'une façon significative aux appels de l'action. Donc, on apprécierait beaucoup si vous pouvez répondre et nous donner vos aperçus et vos suggestions. Ça nous aide à continuer notre travail. La réponse, il y a des ressources. Si on rajoute un peu de détails, ce serait fantastique. Quelqu'un dit plus d'exemples et je vais mentionner, Holly, que on a vu des fonds pour une proposition qu'on a fait au gouvernement de Nouvelle-Écosse et on se prépare à entamer ce travail à travers la Nouvelle-Écosse. C'est merveilleux. Comme on a mentionné, ces webinaires, c'est quand même, il y a un but très précis dans ces ateliers, mais une fois que notre travail ou nos chaires vont tirer à la fin, et on pourra fournir du financement pour des projets. Et c'est seulement avec l'élaboration des stratégies qu'on peut obtenir des résultats. Je pense que c'est une contribution très valable. On a plusieurs réponses et des personnes expriment qu'ils ont beaucoup appris les ateliers et qu'on aurait besoin d'autres. Je lis les commentaires. On parle d'appui continu. Et je pense que le défi pour moi, comme on regarde notre travail, il n'y avait pas l'infrastructure pour nous permettre d'avoir des statistiques et des données probantes. Et je pense que à travers les chaires, les 6 chaires, on a établi un fonds de début pour
va travailler à établir euh, les façons d'intégrer les appels à l'action et euh, particulièrement quand on enseigne, c'est des choses qui devraient être connues par tout le monde et il faudrait que ces connaissances soient généralisées pour qu'on puisse se sentir confortable. On peut montrer la nature cyclique si on n'engage pas plus d'enseignants autochtones. Ce serait difficile à répondre aux appels à l'action. C'est un défi cyclique. On doit commencer avec l'engagement et trouver l'appui à l'intérieur du système. Je vois un commentaire, on ne veut pas épuiser les personnes autochtones qui nous appuient jusqu'à maintenant. Euh, c'est un élément clé de notre travail. Nous avons hâte d'avancer, mais je sais que mes collègues respectent cet aspect. Euh, Une chose qu'on a considérée dans notre proposition, c'est d'avoir un bureau d'infirmiers, infirmières autochtones, au lieu juste d'avoir une personne. Et j'ai, j'ai vu du racisme au niveau de l'institution et même des étudiants aussi. Et c'est difficile de faire face à ces situations. Vous avez besoin d'appui d'autres personnes pour vous orienter, pour vous aider à avancer. Mais le composant clé, c'est une masse critique de personnes qui travaillent ensemble. Il ne faut pas que ce soit une personne seulement. Il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui s'entrappuient. Comme Don a dit, le racisme existe dans nos collèges de sciences infirmières, dans le système de santé, euh, quand les étudiants vont aller travailler, faire des stages dans des milieux cliniques, ils se sentent isolés. Ils n'ont pas des personnes à qui ils peuvent s'adresser quand ils font face au racisme. Donc, quand on a une masse critique de personnes à travers le système, ça va être plus facile. Quand on travaille seul, c'est épuisant. Nous, les 6 chaires, on travaille ensemble. Donc, c'était vraiment important pour nous. Ça nous a aidé à appuyer les étudiants en, en cycle supérieur autochtone et aussi les façons qu'on a élaborées pour répondre aux appels à l'action et de travailler ensemble, ça nous a aidé à élaborer les structures. C'est pas toujours facile de débuter. Il y a un manque de leaders autochtones. Quand eux, ils sont allés dans les institutions de soins infirmières, ils ont fait face au racisme. Et, c'est peut-être une raison qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants autochtones au cycle supérieur. Nous, il faut avoir euh, de l'appui pour les étudiants autochtones pour progresser, pour continuer au cycle supérieur. Il faut qu'on les aide à y arriver.
Holly, Holly, vous voulez parler? Je me demandais, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au sujet de la relation, euh, mais j'ai pas vraiment de temps de rentrer là-dedans. Alors, merci de votre écoute et de vos réponses et de vos pensées géniales. Je pense qu'il nous reste 5 minutes. S'il y a des questions brûlantes, on a demandé cela au début. S'il y a quelque chose que vous voulez partager ou un commentaire dans la boîte de discussion. Alors, c'est la dernière séance. Nous avons quand même 2 minutes pour, si Judy veut contribuer à la fin. Je conduis. Je vais d'une chose à l'autre. Mais j'ai écouté toute la conversation. Je l'avais sur mon téléphone et, on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail difficile et des conversations importantes à travers le Canada au sujet de la formation et les problèmes de racisme et comment répondre aux appels à l'action. Il faut qu'on continue le momentum et je sais qu'on a des alliés euh, très importants qui travaillent avec nous pour qu'on puisse avancer les réponses et de pouvoir mettre en œuvre les appels à l'action et l'importance de continuer à travailler ensemble pendant qu'on continue les conversations. Et le courage que vous avez eu d'être avec nous et de continuer à travailler avec les peuples autochtones, les autochtones qui disent rien sur nous sans nous. Et merci, je suis très honorée d'avoir fait partie de ces séances. Et quelquefois, on m'appelle à des incidents, des urgences. Euh, j'ai pu quand même écouter jusqu'à la fin. Donc, j'ai pu suivre, même si je devais changer d'un appareil à l'autre. Alors, je vous remercie et vous dirai de continuer à faire ce travail difficile et d'avoir ces conversations difficiles. Et félicitations aux chaires de santé autochtones qui font vraiment ce travail merveilleux pour nous. Et on va se revoir, Dawn, on va se voir bientôt. Merci. Euh, s- euh, Si vous avez omis de donner des commentaires ou des suggestions qui peuvent nous aider à trouver des façons de éliminer l'écart entre les soins de santé pour les autochtones et les non-autochtones. Alors, merci énormément à à nos présentatrices et j'adore ces ateliers et la façon qu'ils peuvent aider les étudiants et merci beaucoup pour le temps que vous avez pris et les connaissances que vous avez partagées. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Lois et Christine, et, et toute l'équipe pardon, de la CESI, de votre merveilleux travail. Merci pour cette opportunité merveilleuse qu'on a eue et nos collègues à travers le Canada. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci.